En tant que fan d'anime aujourd'hui, si je vous demande quelle est la plus grande icône culturelle du Japon, vous allez sûrement me dire Goku, Luffy, Pikachu ou même Naruto. C'est vrai que ce sont de très bons, voire même d'excellents personnages qui ont marqué une époque et qui continuent de marquer une génération aujourd'hui. Mais malheureusement, aucun de ces personnages n'a autant marqué une génération que Doraemon. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Roy-san et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, aujourd'hui j'ai sorti la casquette, j'avais pas fait les contours donc c'est pour ça que je me cache. Doraemon c'est qui? Ou plutôt c'est quoi? Doraemon est un manga qui a été créé par un duo de mangaka, Hiroshi Fujimoto et Moto Abiko. Les deux ont travaillé sous le même nom, ils se sont associés pour devenir Fujiko F Fujio. L'histoire de Doraemon se déroule au Japon dans un futur un peu proche. Nobita Nobi est un jeune garçon maladroit et en difficulté à l'école. Il fait face à de divers problèmes dans la vie quotidienne et un jour, un char robot qui est venu du futur qui s'appelle Doraemon est envoyé par le petit-fils de Nobita pour l'aider à améliorer sa vie. Ensemble, Nobita et Doraemon vont vivre des aventures, résoudre des problèmes et utiliser leurs gadgets futuristes pour surmonter les obstacles auxquels Nobita est confronté. La série va explorer des thèmes tels que l'amitié, le courage, les leçons de vie et tout le contexte va tourner un petit peu autour du délire fantastique et futuriste. Je pense qu'énormément de personnes dans les commentaires vous avez vu et vous avez même regardé, je pense pas tout parce qu'il y a je pense 1700 épisodes, mais vous connaissez Doraemon tellement aujourd'hui c'est un monument. Perso j'ai jamais regardé, mais bon. Aujourd'hui Doraemon est considéré comme la plus grande icône culturelle du Japon et je suis là pour vous expliquer pourquoi. Les créateurs de ce monument, à savoir Fujiko F Fujio, ont connu énormément de succès et ont révolutionné le genre qui est Doraemon. Mais vous allez voir qu'à travers le succès et la richesse, leur histoire se termine avec énormément de tristesse. En 1944, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux mangaka vont naître au Japon, à Toyama. Juste ici, là, regardez. Hiroshi est un jeune homme plutôt timide, qui est réservé, qui se met dans son coin, il ne parle pas beaucoup. Abito, c'est tout le contraire, c'est vraiment un petit qui déborde d'énergie, qui a plein de choses à dire, il est très débordant, exubérant, une vraie pile électrique quoi. Les gens autour de lui vont trouver ça très étonnant de voir que Abito déborde autant d'énergie, car en fait sa famille descend d'une lignée de moines bouddhistes. Généralement quand on voit des moines bouddhistes, ils sont plutôt calmes et tout, tranquilles, mais non, lui c'est une vraie pile électrique, il perd pas de temps pour laisser exploser son énergie. Les deux enfants vont se retrouver dans la même école et ils vont partager la même passion qui est le dessin. Ils vont passer tout leur temps à lire un livre qui s'appelle La Nouvelle Île au Trésor, dessiné par le mangaka Osamu Tezuka, bien évidemment. Après avoir terminé leur étude, chacun va trouver un emploi. Hiroshi va travailler dans une confiserie et Abiko dans un journal local. Malheureusement, le travail va vite s'arrêter pour Hiroshi car il va subir une blessure qui va l'empêcher de continuer à exercer ses fonctions. Dans l'incapacité de travailler, il va commencer à dessiner de plus en plus sérieusement et créer des mangas. Il va recontacter son pote d'enfance et vont créer un duo qui va s'appeler Ashisuka Fujio. Ils vont travailler ensemble et vont publier un manga qui va s'appeler Utopia The Last World War. Dans les tâches de création, ils vont alterner entre les rôles de scénariste et de dessinateur. Ils vont même aller parfois jusqu'à travailler les deux sur une même case, de sorte à ce que personne n'arrive à distinguer qui fait quoi. Il y a un truc que j'ai trouvé trop cool et mignon, c'est qu'ils vont créer un compte commun où ils vont mettre tout l'argent qu'ils ont généré avec les ventes de mangas, ce qui va leur permettre de pouvoir acheter des fournitures, des crayons, tout ça. Donc tu sens vraiment qu'entre les deux, il y a une bromance intense. À 17 ans, ils vont se rendre à Osaka pour participer à un concours qui a été organisé par Osamu Tezuka. Ils vont arriver au concours et vont décider de changer de nom pour s'appeler Fujiko Fujio. Ils vont participer au concours et vont énormément se démarquer par leur méthode de travail. Vous savez, comme je vous ai dit avant, ils vont travailler sur la même case, donc personne n'arrive à savoir vraiment qui fait quoi. Et en plus de ça, les duos de mangaka à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Sans surprise, Osamu Tezuka va être très impressionné par le travail des deux amis et va les inviter à rejoindre le Tokiwaso. En gros, c'était un appartement qui était situé à Tokyo où de grands auteurs de manga y ont travaillé. En 1964, ils vont commencer à travailler pour la maison de production Kodansha. Pour faire court, la maison Kodansha, c'est la plus grosse maison d'édition de l'archipel japonais. Voilà, rien que ça. Ils sont très connus hors Japon comme éditeurs de manga car ils publient le Weekly Shonen Magazine. Dans le Weekly, vous pouvez retrouver des œuvres comme GTO, Vinland Saga, Tokyo Revenger, Eden Zero ou encore Blue Lock pour les plus récents.
À cette période-là de l'année, l'hiver arrive au Japon et notre duo Fujiko Fujio travaille en fait sur un manga qui va s'appeler Obake no Kyutaro. L'histoire parle d'un fantôme qui s'appelle Obake et qui vit avec un petit garçon qui s'appelle Shota. Ce petit fantôme va passer son temps à voler de la nourriture et faire peur aux gens malgré sa peur des chiens. Généralement, ce genre d'histoires un peu fantastiques sont traditionnellement réservées pour l'été. Car en fait, au Japon, l'été est synonyme de la fête des fantômes. C'est un peu à ce moment-là où tu peux parler de fantômes, d'histoires qui fait peur, etc. Nous, ici en Occident, ça se passe plutôt au mois d'octobre, je crois. Et au Japon, ça se passe en été. Donc, quand notre duo Fujiko Fujio sort Bake no Kyutaro en hiver, tout le monde pense que ça va être un flop terrible. Dites-vous que les éditeurs ont tellement eu peur que cela flop qu'ils ont décidé d'interrompre la publication. Donc là, dites-vous, coup dur pour nos deux duos de mangaka, impossible de pouvoir publier quelque chose sur lequel ils ont travaillé et donc de générer de l'argent. Un jour, la secrétaire qui travaille à Kodansha va recevoir une lettre. Dans cette lettre, un lecteur anonyme va dire que les aventures de Obake no Kyutaro lui manquent et qu'il aimerait bien que la publication reprenne. Dites-vous les gars, le lendemain, cette même secrétaire va recevoir 10 lettres qui disent exactement la même chose. Le surlendemain, elle va recevoir 50 lettres. Le surlendemain, elle va recevoir 1000 lettres. C'est un truc de ouf. Bref, si vous m'avez bien compris, dans le mois qui va se découler, notre duo va recevoir des milliers de lettres et de cartes postales du Japon tout entier pour demander à Kodansha de reprendre la série Obake, tellement le manga est un succès national. Bien évidemment, comme tout manga qui a un succès national, il faut l'adapter en animé. L'adaptation de cet animé va tellement péter qu'il va provoquer un phénomène culturel qui sera appelé le Obaku Boom. C'est marrant. Ce phénomène va être tellement énorme qu'il va générer des jouets, des goodies, des chansons, des habits. Enfin bref, tout le monde, je vous dis bien, tout le monde va aimer Kyutaro. La raison de ce succès est simple, les amis. C'est que Kyutaro va s'ancrer dans la vie quotidienne des Japonais. Vous saviez, vous, le soir, quand vous rentriez de l'école, et puis que vous allumiez la télé, et puis qu'il y avait des 17, il y avait les épisodes de One Piece, donc c'était un peu votre rendez-vous quotidien. Et dites-vous que pour les Japonais, c'était exactement la même chose. Ils rentraient de l'école, ils allumaient la télé, et ils avaient Obake. C'était vraiment ancré dans la culture. Une deuxième raison aussi, c'est que le personnage de Kyutaro explorait de manière humoristique la structure sociétale japonaise, ce qui provoquait en fait des situations comiques en raison en fait de sa mauvaise compréhension de la société elle-même, quoi. Lui, c'est Toru Iwatani, c'est le créateur de Pac-Man. Dites-vous que dans une interview, il a dit qu'il était tellement matrixé par la série Obake qu'il s'est inspiré de son design pour faire les fantômes dans les jeux vidéo Pac-Man. Franchement les gars, si moi je suis mangaka et puis qu'un mec s'inspire de mon personnage pour faire l'un des jeux vidéo les plus vendus sur la Terre, franchement, c'est trop cool. Pendant 5 ans, notre duo va surfer sur la vague Obake. Comme vous savez très bien, si dans cette industrie, tu ne te renouvelles pas, on t'oublie assez vite. Donc, comme ils sont très malins, ils vont refaire un petit peu la même formule. Donc, en 1969, ils vont sortir Doraemon. Et là, le succès est encore plus grand que Obake, mais encore plus grand. La série Doraemon est devenue aujourd'hui l'un des mangas les mieux vendus du monde avec environ 250 000 exemplaires. Le succès de la série sera planétaire car contrairement à Obake, qui parlait essentiellement du Japon, Doraemon va traiter des sujets comme l'abandon des animaux, le réchauffement climatique, les espèces menacées, la déforestation, la pollution, enfin des sujets qui parlent à tout le monde, quoi. Entre 1973 et 1997, Doraemon va tout rafler sur son passage. Il va gagner tous les prix des concours dans lesquels il va être nominé, c'est n'importe quoi. En 2002, le personnage de Doraemon va être élu héros de l'Asie, voilà, rien que ça. En 2008, le ministre japonais des Affaires étrangères va attribuer à Doraemon le statut d'ambassadeur animé national. Même moi, je sais pas ce que ça veut dire, c'est un truc de ouf. Genre en mode, tu représentes les animés aux autres nations. Ça veut dire quoi, ambassadeur animé national? Je comprends pas.
Non mais plus sérieusement, le ministère pense que grâce à Doraemon, les pays internationaux pourront mieux comprendre l'industrie animée japonaise et approfondir leurs connaissances en matière de culture japonaise. En 2013, Doraemon va être choisi pour être l'ambassadeur pour représenter la candidature de Tokyo en tant que ville hôte des Jeux Olympiques d'été 2020. Non mais franchement, on se rend pas compte de la dinguerie. C'est un truc de fou. La série compte à peu près 1700 épisodes dans 48 films, 63 jeux vidéo. Enfin, on se rend pas compte à quel point Doraemon est un monument et à quel point il marche sur l'eau. Hiroshi Fujimoto et Moto Abiko ont créé un monstre, les gars, un monument pour le Japon. Les deux amis sont plus unis que jamais et cela se voit dans leur travail. Mais pour combien de temps encore ? En 1987, après 30 années de travail commun, le duo finit par se séparer. Cette news va provoquer une grande incompréhension dans l'industrie du manga, étant donné que les deux amis étaient très proches. Le duo va prétexter des divergences créatives. Hiroshi va dire qu'il voulait se concentrer davantage sur les histoires pour enfants, alors que Abiko va dire qu'il voulait se concentrer sur les histoires avec de l'humour noir et le thème fantastique. À la suite de ce divorce artistique, Hiroshi Fujimoto va devenir Fujiko F. Fujio et Moto Abiko va devenir Fujiko Fujio A. 10 ans après cette séparation, l'industrie du manga aura finalement réussi à user Hiroshi qui va mourir en 1996 d'un cancer des ulcères. Dans une interview qu'il va donner pour une grande chaîne japonaise, son ami Abiko va dévoiler que par peur de laisser tous les biens accumulés à lui-même justement, Hiroshi souhaitait régler toutes les affaires administratives, y compris les droits d'auteur, avant de décéder. Ils avaient donc dû se répartir tous les titres et tous les revenus gagnés sur 30 ans de collaboration. Et en vrai, je comprends. Quand vous sentez que la maladie vous prend et que la mort arrive, c'est vrai que quand vous avez amassé énormément d'argent et de succès en tant que duo, si vous mourrez, il ne va plus que rester une seule personne qui va pouvoir avoir tous les biens et tout le patrimoine que vous avez accumulé. Et je pense que pour Hiroshi, qui pensait aussi à sa famille, a dû justement penser à cette séparation outre que artistique pour pouvoir aussi faire goûter un petit peu sa famille à l'argent. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais vous avez compris. Au fil des décennies, après avoir entamé une carrière solo, son copain de toujours, Moto Abiko, rejoindra aussi son ami Hiroshi dans la mort. 2 cerveaux, 4 mains, mais un seul nom de plume. Fujiko Fujio s'en alla en laissant derrière eux la plus grande icône culturelle du Japon, Doraemon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Histoire assez triste, hein, franchement, je trouve ça assez triste comment ça s'est fini. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé. C'était Roy San et je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.